Les animaux familiers, on sait que tu les aimes pas beaucoup. Enfin, on sait pas, mais je sais que tu les aimes pas beaucoup. Et là, tu reprends même pas la distinction de Baudelaire ou de Cocteau. Les chats sont pas mieux que les chiens pour toi, hein. En revanche, tu as un bestiaire à travers ton œuvre qui est plutôt répugnant, c'est-à-dire, outre les fauves, qui sont des animaux nobles, tu parles énormément de la tique, du pou, d'un certain nombre de petits animaux comme ça répugnants. Ouais. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que les animaux, en plus, t'ont beaucoup servi depuis l'anti-Édipe à un concept qui est devenu principal dans ton œuvre, qui est le devenir animal. Alors je voudrais savoir un peu clairement quel est ton rapport avec les animaux. Les animaux, c'est pas... Oui. Ce que tu as dit là sur mes rapports avec les animaux domestiques, c'est pas animal domestique, animal apprivoisé, sauvage, c'est pas ça qui me soucie. C'est les chats, les chiens. Le problème, c'est que ce sont des animaux familiers et familiaux. Et c'est vrai que les animaux familiers ou familiaux, qu'ils soient apprivoisés, domestiqués, j'aime pas. En revanche, les animaux domestiqués, pas familiers, pas familiaux, j'aime bien parce que je suis sensible à quelque chose chez eux. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. J'étais sans chat ni chien, et puis voilà que un de nos enfants, ma famille à moi, amène dans ses petites mains un chat qui n'était pas plus grand que la petite main. Il l'avait trouvé, on était à la campagne, il l'avait trouvé dans un panier, dans je ne sais pas quoi. Et à partir de ce moment fatal, j'ai toujours eu un chat à la maison. Alors, qu'est-ce qui m'est déplaisant, je sais pas. Enfin, ça n'a pas été un calvaire. Je supporte. Qu'est-ce qui m'est déplaisant? J'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Un chien, c'est autre chose. Alors, ce que je reproche fondamentalement au chien, c'est d'aboyer. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide. Dieu qui a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. L'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal. Je supporte en revanche, je supporte mieux, à condition que ce ne soit pas trop longtemps, le cri, je ne sais pas comment on dit, le hurlement à la lune. Ça, un chien qui hurle à la lune, je supporte mieux qu'à la mort, je ne sais pas quoi, je supporte mieux que l'aboiement. Et puis, depuis que récemment j'ai appris que les chiens et les chats fraudaient la sécurité sociale, mon antipathie a encore augmenté. Ce que je veux dire, c'est que c'est très... Mais en même temps, ce que je dis, c'est complètement idiot, parce que les gens qui aiment vraiment les chats et les chiens ont évidemment un rapport avec les chiens et les chats qui n'est pas humain. Ils ont avec les chiens et les chats, par exemple les enfants, on voit bien que les enfants ont avec un chat un rapport qui n'est pas un rapport humain avec le chat, qui est une espèce de rapport soit enfantin, soit une espèce... L'important c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir un rapport animal avec l'animal? Ça consiste pas à lui parler. Et en tout cas, ce que je ne supporte pas, c'est le rapport humain avec l'animal. Je sais ce que je dis parce que j'habite une rue là, qui est une rue un peu déserte, et où les gens promènent leurs chiens. Ce que j'entends de ma fenêtre est proprement effarant. Effarant la manière dont les gens parlent de leurs bêtes. Alors, même la psychanalyse, remarque. La psychanalyse est tellement fixée aux animaux familiers ou familiaux, aux animaux de la famille, que tout être animal, dans un rêve, par exemple, dans les rêves, est interprété par la psychanalyse comme une image de père, de mère ou d'enfant. C'est-à-dire l'animal comme membre de la famille. Ça m'est odieux, je ne supporte pas. Il faut penser à deux chefs-d'œuvre du douanier Rousseau, le chien dans la carriole, qui est vraiment le grand-père à l'état pur, et puis le cheval de guerre, le cheval de la guerre, qui lui est une véritable bête. La question c'est quel rapport avez-vous avec l'animal? Si vous avez un rapport humain avec l'animal, c'est
Mais généralement, encore une fois, les gens qui aiment les animaux n'ont pas un rapport humain avec l'animal, ils ont un rapport animal avec l'animal. Et là, c'est très beau. Même les chasseurs, même, pourtant, j'aime pas les chasseurs, enfin, même les chasseurs ont un rapport étonnant avec l'animal. Ah, ouais. Alors, je crois que tu demandais en plus, bon, les autres animaux, c'est vrai que je suis fasciné par des bêtes comme les araignées, les tiques, les poules, tout ça. C'est aussi important que les chiens et les chats. Et c'est des rapports avec les animaux aussi. Quelqu'un qui a des tiques, qui a des poules, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des rapports avec les animaux très actifs. Alors qu'est-ce qui me fascine dans l'animal? Parce que vraiment ma haine de certains animaux est nourrie de ma fascination pour beaucoup d'animaux. Si j'essaie de faire le compte de vaguement, me dire qu'est-ce qui me frappe chez un animal. La première chose qui me frappe, je crois, c'est le fait que tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Ils vivent la vie de tout le monde, c'est-à-dire de n'importe qui, n'importe quoi. Les animaux, ils ont des mondes. Un monde animal, c'est quoi? C'est parfois extraordinairement restreint. Et c'est ça qui m'énerve. Les animaux, ils réagissent à finalement très peu de choses. Il y a toutes sortes de choses qui... Oui, dans cette histoire de... Ce premier trait de l'animal, c'est vraiment l'existence de mondes animaux spécifiques, particuliers. Et peut-être que c'est parfois la pauvreté de ces mondes, la réduction, le caractère réduit de ces mondes qui m'impressionne beaucoup. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'animaux comme la tique. La tique répond ou réagit à trois choses, trois excitants. Un point c'est tout dans une nature qui est une nature immense. Trois excitants, un point c'est tout. C'est-à-dire elle tend vers l'extrémité d'une branche d'arbre, attirée vers la lumière. Elle peut attendre en haut de cette branche. Elle peut attendre des années sans manger, sans rien, là, complètement amorphe. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête passe sous sa branche. Elle se laisse tomber. Donc là, c'est une espèce d'excitant olfactif. Elle sent la tique, sent la bête qui passe sous sa branche. Ça fait deuxième excitant. Lumière et puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la pauvre bête, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, un excitant tactile. Et elle s'enfonce sous la peau. Le reste, elle s'en... Si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, dans une nature fourmillante, elle extrait et sélectionne trois choses. Et c'est ça ton rêve de vie? C'est ça qui t'intéresse dans les animaux? C'est ça qui fait un monde. C'est ça qui fait un monde. D'où ton rapport animal-écriture, c'est-à-dire que l'écrivain, pour toi, c'est aussi quelqu'un qui a un monde. C'est plus complexe, oui, je sais pas, parce qu'il y a d'autres aspects, il ne suffit pas d'avoir un monde pour être un animal. Ce qui me fascine, moi, complètement, c'est les affaires de territoire. Qu'est-ce qu'un animal domestique aujourd'hui? Au-delà des fantasmes et des lieux communs, où en est-on de notre rapport à la domestication? De quelle manière les évolutions sociales et technoscientifiques récentes réactualisent-elles cette problématique? Comme l'invention de l'écriture, les phénomènes de domestication ont profondément marqué l'histoire de l'humanité. Dans toutes les sociétés traditionnelles, les liens avec animaux domestiqués, qu'ils soient de rapport ou de compagnie, ont fait l'objet d'une construction symbolique adaptée, transmise de génération en génération. Les sociétés paysannes, jusqu'au XXe siècle, entretiennent avec les espèces domestiquées des rapports qui sont probablement assez proches, qualitativement, de ceux qui ont été mis en place dès l'origine, à la fin du néolithique. Mais en quoi ces questions peuvent-elles nous concerner aujourd'hui ?
En ce début de XXIe siècle, les modalités de consommation passées au bio semblent en effet étrangement réactualiser ces problématiques. Que se passe-t-il? Si l'on reprend au fondement, d'un point de vue étymologique, la domestication suppose une maison, initialement celle que les premiers agropasteurs ont construite et dans laquelle ils ont introduit un certain nombre d'espèces animales, donc du poil, ou plutôt de la bestialité dans l'architecture. Il y a dans cette promiscuité quelque chose de monstrueux, ou en tous les cas, de profondément contre nature. Et pourtant, au plan à la fois matériel et symbolique, ce phénomène est tellement massif que nous ne pouvons imaginer notre rapport au monde et à la nature qu'à son travers. C'est ce que Peter Sloterdijk définit comme un complexe biopolitique fondamental. Or, cet héritage archaïque a subi dans la deuxième moitié du XXe siècle une désagrégation lente et continue. Un seuil aurait-il été franchi? Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est un mouvement qui va vers une dissociation du traitement symbolique des espèces domestiquées, suivant l'usage qui en est fait. Mes parents étaient paysans et j'ai grandi dans une ferme. Chevaux, bovins, ovins, poules, cochons, chiens, chats appartenaient tous au même univers domestique. Dans cette perspective agropastorale traditionnelle, même les chiens et les chats avaient des fonctions bien précises et des conditions symboliques de vie et de mort qui les associaient à l'ensemble des espèces domestiques. Dans un environnement définitivement urbanisé ou rurbanisé, que deviennent ces animaux lorsqu'ils n'ont plus pour seul rôle que celui d'animal de compagnie? En ce qui concerne le chien, il s'agirait plutôt d'un retour aux sources, puisque c'est de loin l'espèce la plus anciennement domestiquée et qui semble avoir joué, dès le départ, un rôle de compagnonnage animal pour les chasseurs-cueilleurs de la fin des périodes glaciaires. En effet, il a été domestiqué à partir du loup entre moins 15 000 et moins 10 000, soit environ 5 000 ans avant tous les autres. Les techniques d'apprivoisement étaient donc connues depuis fort longtemps, mais durant des millénaires, les êtres humains ont survécu parfaitement du produit de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils ne s'intéressaient aucunement à la domestication des animaux. La sédentarisation et l'avènement des civilisations d'agropasteurs marquent un tournant. Mais contrairement à une idée reçue, ce tournant n'a probablement pas été motivé par des raisons économiques. La sédentarisation a en effet précédé les grandes domestications de plusieurs siècles, et le développement d'une économie basée sur la domestication a mis plus de 1000 ans à s'établir. Pendant toute cette période, des chasseurs-cueilleurs et des agropasteurs cohabitent sans que l'un des modes de vie semble dominer l'autre. L'une des hypothèses les plus intéressantes à l'heure actuelle est basée sur le constat fait d'une révolution des symboles lors du passage aux sociétés agropastorales. Dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, préhistoriques et actuelles, la symbolique et les religions chamaniques renvoient toutes à une organisation du monde horizontale, où l'humain est intégré dans une cosmologie qui le place au même niveau que les animaux, les végétaux et les minéraux, intégrés dans une nature dont il n'est que l'une des composantes et avec laquelle il entretient un rapport de réciprocité. Chez les agropasteurs, les religions sont fondées sur la présence d'une divinité et témoignent donc d'une hiérarchisation du monde.
L'homme est soumis à la divinité, mais en retour, il domine les éléments animaux et végétaux. Il est alors en position de soumettre la nature et de se l'approprier. Or, on constate que cette révolution des symboles a non pas suivi, mais précédé de peu l'apparition des premières sociétés agropastorales. Il faudrait donc rechercher l'origine des processus de domestication dans une transformation de la représentation mentale du monde qui se serait alors soudainement verticalisée. Hormis le chien, les plus anciennes domestications connues ont lieu au Proche-Orient, entre 8500 et 8300 avant Jésus-Christ. Elles concernent le porc, la chèvre et le mouton, puis les bovins. Les événements de domestication se succèdent ensuite indépendamment dans de nombreuses régions du monde. En Amérique, ce sont au sud les lamas et les alpacas, au nord les dindons. En Extrême-Orient, le cochon, la chèvre, le buffle et le coq. Au Moyen-Orient, la chèvre, le mouton et le zébu. Puis au Proche-Orient, le dromadaire et l'âne. En Afrique, ce sera l'âne. En Asie centrale, le cheval et le chameau. Certaines domestications sont très récentes, comme celle du lapin, en Europe, au XIIIe siècle. D'autres sont même en cours pour certaines espèces, comme l'autruche ou le cerf. On voit donc que ces phénomènes concernent un nombre très restreint d'espèces. L'immense majorité des vertébrés fuient l'homme ou sont totalement réfractaires à tout processus d'apprivoisement. Pour quelles raisons ces quelques rares espèces-là se sont laissées domestiquer? Si les cultures humaines traditionnelles ont élaboré des récits symboliques explicatifs, la réalité biologique est tout autre. Les comportements grégaires de ces animaux, leur organisation sociale et leur programmation comportementale ont permis une substitution, l'homme remplaçant le dominant naturel. Il y a donc un malentendu fondamental. Le rapport à l'animal domestique est marqué par cette double projection. L'humain, dans une perspective anthropocentrique, prête à l'animal des sentiments qu'il n'a pas. Et l'animal confond l'humain avec le chef de meute ou de troupeau. Sa motivation tient à son héritage comportemental et à l'habitude de voir sa survie assurée dans ces conditions. Cet état de fait prend, dans le cas des animaux de compagnie, un relief particulier. Dans la réalité socio-zoologique actuelle, les animaux de rapport, élevés pour la viande ou le lait, sont tenus à l'écart. L'industrialisation de la production et la technologisation des processus de sélection et d'élevage s'est développée dans des structures de plus en plus spécialisées. Leur réalité biologique est devenue quasi virtuelle. L'immense majorité de la population n'a donc plus de contact avec des animaux domestiques qu'au travers des animaux de compagnie. Dans ce contexte, un être humain peut vivre l'idée que son chat l'aime, alors que celui-ci ne fait que se laisser inhiber par ce qu'il perçoit comme une sorte de super-matou dont il dépend intégralement. Et c'est bien la fonction d'un animal de compagnie qui implique cette capacité à servir de support affectif projectif. Le phénomène de domestication suppose donc une dépendance totale de l'espèce pour sa survie et sa reproduction. La maîtrise des mécanismes de reproduction est centrale dans les processus de domestication. La sélection des individus reproducteurs permet une exploitation de l'entier du potentiel génétique de l'espèce, jusque dans ses expressions les plus inadaptées. Les animaux obtenus
n'auraient en effet que peu de chances de survie dans des conditions naturelles, mais l'élevage permet de les sortir des circuits de sélection biologique habituels et ouvre des possibilités de transformation extraordinaires. Il suffit de considérer la variété des races de chiens obtenues à partir d'une même souche pour s'en convaincre. Quel que soit l'objectif visé, physiologique ou esthétique, l'artificialisation des conditions de vie et de reproduction de ces animaux relève donc de stratégies qui exploitent le potentiel de transformation des espèces. Ce sont des outils extrêmement puissants et il s'agit donc bien, dès l'origine, de technologie du vivant. En ce sens, la possibilité actuelle de manipuler directement le génome avec des outils moléculaires ne fait qu'actualiser un projet qui s'inscrit dans une tradition millénaire. Cependant, dans la perspective du rapport à la domestication animale, ces processus postmodernes de traitement symbolique différencié entre animaux destinés à la consommation et animaux de compagnie cachent, à mon sens, une autre réalité, plus subtile. Une nouvelle catégorie d'animaux domestiques a pris une place de plus en plus importante au sein des sociétés humaines à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce sont les animaux de laboratoire, ceux que l'on utilise en biologie et en médecine. Rats, souris et quelques autres espèces sont élevés en lignée pure dans les animaleries du monde entier. Même si leur statut est hybride, il semble intéressant de se poser la question du lien avec les processus de domestication traditionnels. Ces animaux sont en effet largement artificialisés et leurs conditions de vie et de reproduction sont maîtrisées à l'extrême. Or, l'acte de domestication répond dans ce contexte à de nouvelles motivations. Ces espèces ne produisent ni viande ni lait et n'ont rien d'animaux de compagnie. Quel usage en font les technosciences et en définitive, quel usage en faisons-nous? À l'heure où l'ingénierie biologique prend son essor et met en place, avec des moyens extraordinaires, les conditions de la prochaine révolution industrielle, cette question n'est pas dénuée d'intérêt. Ces animaux n'ont apparemment qu'une seule fonction, celle de servir de support expérimental et de modèle pour le développement des sciences, en biologie et en médecine. In fine, ces connaissances sont massivement référées au corps humain, dans sa structure et son fonctionnement. En exagérant à peine, on pourrait dire que ces animaux ne servent qu'à produire des représentations fonctionnelles du corps humain. L'image que nous avons du développement embryonnaire humain, celle-là même que l'Église catholique a appris à exploiter, est essentiellement issue de travaux effectués sur le xénope, un crapaud africain, sur l'oursin et sur l'embryon de poulet. Et il en va de même pour toute une série de fonctionnements physiologiques humains. Il est frappant d'observer la concomitance, par exemple, entre le discours social sur l'obésité et le développement de lignées génétiques pures de souris obèses, ou la prophylaxie du système cardiovasculaire et les représentations obtenues sur des modèles animaux. Au-delà du fantasme des xénogreffes, les animaux servent donc dans ce cas à produire des images, ou plutôt des fragments de représentation de notre propre corps, vus comme une sorte de mosaïque issue d'un long processus d'assemblage. À bien y regarder, on peut donc se poser la question de savoir si ce travail ne relève pas d'une activité qui serait aussi symbolique.
Dans ce contexte, parler de domestication transfère le projet architectural archaïque sur un nouveau plan et lui fait passer un nouveau seuil, celui du corps-objet, devenu habitable et transformable. Then the two of us need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you've got a friend in me. Then you're always running here and there. You feel you're not wanted anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, there's something you should know. You've got a place to go. I used to say I am me. Now it's us, now it's we. I used to say I am me. Now it's us, now it's we. Then most people would turn you away. I don't listen to a word they say. They don't see you like I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like Ben, like Ben. L'anthropomorphisme est la tendance à attribuer à quelque chose des caractéristiques humaines, à des comportements, à des morphologies, des représentations. L'anthropomorphisme religieux, c'est le fait de prêter à un dieu ou à une divinité une forme humaine ou même des sentiments humains, des tours théologiques. I used to say I am me. Now it's us, now it's we. I used to say I am me. Now it's us, now it's we. Il est couramment utilisé en ce qui concerne les animaux, de considérer ces derniers comme membres de la famille et les assimiler, c'est l'anthropomorphisme. C'est l'anthropomorphisme.
Voilà, on arrive au bout de la présentation. Alors, je voulais remercier donc tous ceux qui ont participé à ce projet, hein, qui se sont vraiment lancés, on pourrait dire, dans le vide, vu que c'est presque une improvisation pour cette affaire-là. J'imagine que pour beaucoup, ça va nécessiter un certain nombre d'explications, hein, c'est-à-dire quand vous avez un algorithme, une série de propositions comme ça, qui relèvent beaucoup pour nous du patchwork. C'est beaucoup des pièces qui, dans les travaux des uns et des autres, ont une place, soit au niveau du champ, soit au niveau plastique, soit au niveau vecteur. Et en somme, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un assemblage sur un mode assez, pour nous, ludique. Alors vraiment, c'est la première fois qu'on le joue, on n'a même pas pu le répéter, donc je demande un peu d'indulgence par rapport à toutes les imperfections qu'il peut y avoir. C'est des choses qu'on est en train d'essayer de mettre en route sur un mode, on pourrait dire, un peu particulier, puisqu'on m'avait demandé ici de venir faire une conférence, donc de venir m'exprimer, en somme, de parler un peu ou de lire le texte qui a été lu par l'actrice là. Et comme on me demande assez souvent de faire ce genre de choses, j'avais envie en fait de varier un peu et donc d'essayer de partir dans une aventure qui est un petit peu différente. Alors on fera le bilan entre nous après, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, j'espère qu'on va continuer. Voilà. Et on voit tout ce qu'on pourrait, disons, modifier, transformer, de quelle manière on pourrait aller plus loin dans cette position. Voilà, merci à vous d'être venus. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières autour de tout ça. Si ce n'est pas le cas, hein, nous on reste là encore. Voilà, bonne soirée et merci beaucoup. Hein.